Mesdames et messieurs téléspectateurs de Télébilingue, bienvenue ici à Reconvilier pour notre grand débat électoral autour du siège du Jura bernois. Je suis en présence des 3 candidats qui briguent ce siège, donc tous 3 domiciliés dans le Jura bernois, puisque la Constitution bernoise garantit un siège à cet arrondissement au sein du gouvernement. 3 candidats qui briguent les 2 sièges, puisque 2 sièges seront vacants dans le courant de cette année suite aux démissions de messieurs Pernoud et Rickenbacher. 3 candidats, 3 partis, 3 sensibilités politiques différentes que nous allons découvrir pendant cette heure de débat. Alors, je commence, messieurs, en vous saluant, en vous remerciant d'être présents. Je vous présente rapidement Pierre-Alain Schneck, représentant et candidat pour l'Union démocratique du Centre. Vous avez 53 ans, vous êtes marié, 4 enfants, et vous le mettez sur votre site internet, très fier, grand-papa d'un petit garçon depuis quelque temps. Ingénieur en informatique de gestion, vous avez cofondé une entreprise qui s'appelait ProConcept, vous en avez assuré la direction pendant de nombreuses années. Cette entreprise s'est ensuite appelée Solvaxis. Aujourd'hui, vous avez un peu réorienté votre carrière et vous êtes très présent sur le débat public. Vous êtes député au Grand Conseil. Vous êtes aussi surtout président du conseil d'administration de l'hôpital du Jura bernois. Vous présidez en cette année 2015 le conseil du Jura bernois. Et puisqu'il vous restait encore un petit peu de temps, vous êtes conseiller communal à Champeaux, votre commune de domicile. Roberto Bernasconi, membre du Parti socialiste, vice-président du Parti socialiste du canton de Berne. Vous avez 51 ans, vous êtes marié, 2 enfants, à ma connaissance, pas encore grand-papa. Enseignant, directeur des écoles primaires à Malray. Vous êtes également député au Grand Conseil depuis plusieurs années, depuis 2009. Vous avez été longtemps à l'exécutif de Malray. Vous en avez été maire pendant 4 ans et vous avez pris une part active processus de fusion entre cette commune, celle de Bévillard et celle de Pontenay, puisqu'aujourd'hui, cette commune s'appelle Valbirs. Et Patrick Steiger, représentant du Parti évangélique, vous êtes le benjamin de ce débat, vous avez 48 ans, aussi marié, aussi 2 enfants, vous avez eu déjà plusieurs vies, vous avez été agent de police, vous avez été inspecteur à la police judiciaire, vous avez été secrétaire général du conseil régional. Et aujourd'hui, votre spécialité, c'est plutôt l'énergie, conseiller en énergie, collaborateur d'une entreprise qui s'appelle ECSA, que vous co-dirigez, je crois, avec votre frère, à Moutier, économie et conservation de l'énergie. Vous êtes parallèlement député au Grand Conseil, vous, depuis 2010. Vous êtes président du PEV du Jura bernois. Dans une première carrière, vous faisiez partie du Parti radical. Vous avez déjà été une fois candidat à l'exécutif, c'était en 2010, et vous avez aussi été membre de l'exécutif MR à Perfit, mais aujourd'hui vous habitez Escher. Alors, messieurs, on entre dans le vif du sujet. J'ai dit 3 partis, 3 visions différentes, 3 stratégies. D'abord, les stratégies. Quel est le principal argument que vous présenteriez pour justifier? Je demande d'abord à vous, Pierre-Alain Schneck, puisque l'UDC tente de reprendre des sièges qu'il n'a pas aujourd'hui. Quel est le principal argument que vous mettez en avant pour revendiquer ce droit? Mesdames et messieurs, à mon tour également de vous saluer pour commencer. Je mettrai en avant tout d'abord le fait qu'aujourd'hui, notre canton connaît un parlement de droite avec un gouvernement qui a une majorité rouge-verte. Et cette dissonance génère passablement d'allers-retours, de freins dans le développement d'un certain nombre de projets et une nécessité, bien souvent, de devoir se battre pour pouvoir trouver des lois que je qualifierais de pas très bonnes, mais pas tout aussi mauvaises que ce que le gouvernement nous propose. Si je prends le débat sur la loi sur les constructions que nous venons d'avoir, c'est un bel exemple. Il est également urgent que l'efficacité de notre canton soit améliorée, de manière à ce qu'il puisse retrouver la place qui est la sienne dans notre pays, y compris au niveau de son attractivité. Si nous pensons qu'au niveau fiscal, nous avons dégringolé durant les dernières années en queue de peloton sur la Suisse. Et il est également temps que nous mettions un frein à la course aux augmentations de dépenses inutiles
Dans le plan financier, c'est plus de 100 millions que notre gouvernement prévoit de dépenser en plus chaque année. Donc je ne parle même pas de diminuer les dépenses, mais déjà de stopper cette course, de stopper aussi peut-être un certain nombre de projets mal gérés, voire de projets luxueux. En résumé, si vous aimez la liberté, si vous aimez l'esprit d'entreprise, si vous aimez la responsabilité individuelle, si vous avez le respect de la propriété privée, alors vous soutiendrez un changement de majorité. Un propos que ne va forcément pas tenir Roberto Bernasconi. Vous êtes représentant de cette majorité gouvernement. Par votre candidature, vous souhaitez que cette majorité persiste. Pourtant, si on entend Pierre-Alain Schneck, le tableau n'est pas très rose, c'est même pas un jeu de mots, mais n'est pas très favorable. Donnez-nous évidemment des contre-arguments. Bien, bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de vous saluer. C'est vraiment un plaisir de voir une salle aussi pleine pour ces débats. Ils étaient un peu moins garnis hier soir du côté de Belp. Et c'est très réjouissant pour moi de pouvoir enfin m'exprimer en français parce que jusqu'à présent, c'était terriblement difficile de faire ces débats en allemand. Vous êtes sur une chaîne bilingue, on peut toujours commuter si vous souhaitez. Kein Problem für mich. Voilà, donc cet équilibre qui serait pas un bon équilibre, je pense que c'est pas juste. Le gouvernement actuel est un gouvernement qui a été mis en place en 2006, qui a été réélu en 2010, encore une fois en 2014, ce qui signifie que c'est la volonté de la population. Si ce gouvernement ne travaillait pas bien, si cet équilibre était si catastrophique, je pense que la population aurait déjà fait ces changements. Actuellement, un gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver des solutions, il doit trouver des compromis. On l'a lu dans la presse cette semaine, le bilan du président, Hans-Jörg Kaiser, qui fait partie de la minorité et qui dit « Pendant 9 ans, on a travaillé dans l'apaisement, on a trouvé des bonnes solutions, on n'a pratiquement jamais dû voter. » Alors, c'est bien la preuve que ce gouvernement rose-vert travaille avec des minorités de droite, mais dans une bonne entente. Par la suite, vous vous engagez à poursuivre sur cette voie, donc si je vous entends bien. Évidemment, la politique du canton ne va pas si mal que ça, elle fait des bénéfices depuis les dernières années, les plans financiers vont bien. Il y a eu, on en reviendra tout à l'heure quand on parlera des finances, mais la dette du canton a diminué, donc il est faux de dire que le canton va mal. On va aussi revenir tout à l'heure concernant l'imposition du financement dans le débat au sujet des finances. Moi, je crois que cet équilibre est aussi un équilibre qui est voulu par la population. Les gens qui ont une sensibilité de gauche ont également voulu cette différence entre le Parlement et le gouvernement, justement pour qu'on puisse, avec un certain apaisement, trouver des solutions. Moi, je crois que même avec certaines positions des partis de droite, sur le plan national et cantonal, ça fait justement un bon équilibre et un contrepoids qui, à mon avis, est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre canton. On vous a reproché à différentes occasions, à vous, membres du socialiste, d'être entré un peu mollement dans cette campagne, comme si vous couriez derrière l'UDC qui s'est déclaré très tôt. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Écoutez, donnez-moi 1 million et je vais faire une campagne digne de ce nom. Ma foi, les moyens du Parti socialiste sont nettement inférieurs. Les chiffres annoncés par l'UDC sont ceux qu'ils annoncent. Ma foi, ce sont les leurs. Malheureusement, on va entrer en campagne dès maintenant et je crois qu'il est assez tôt, à 1 mois des élections, d'avoir des affiches. On a également fait des actions dans la rue. Et mon avis, je prends mon bâton de pèlerin, je vais dans la rue, à plusieurs endroits, à la gare de Berne, à Münzingen, samedi, toute la journée. Et c'est une présence dans la rue qui va peut-être faire la différence. Qui, à votre avis, devrait payer? Je l'espère. Patrick Steiger, on ne vous a pas placé entre les 2 autres candidats par hasard. Vous vous revendiquez comme représentant du centre, donc vous êtes du parti évangélique, mais la conférence de presse que vous avez faite, c'était en compagnie de représentants des Verts libéraux et du PDC, donc des partis qui se placent effectivement au centre de l'échiquier dans le canton de Berne. Vous dites que cet affrontement gauche-droite n'est pas bénéfique pour la politique cantonale. Je me trompe? Alors tout d'abord, j'aimerais saluer les personnes présentes ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci
de manifester votre intérêt pour la politique. Et c'est vrai que je suis là comme candidat du centre ce soir. Le centre qui aimerait enfin faire son entrée à l'exécutif du canton de Berne pour respecter une certaine concordance. Nous avons calculé que les partis qui me soutiennent ont un poids d'environ 15% dans le canton de Berne, ce qui représente un siège à l'exécutif. Une concordance comme on essaye de la vivre au niveau fédéral, comme d'autres cantons la vivent. Et ça, c'est la question arithmétique qui nous engage à cette candidature, qui m'engage à cette candidature. Et puis après, il y a l'aspect politique. On a entendu parler des différents blocages. Alors nous, c'est justement une solution un petit peu de médiation entre ces blocs politiques de gauche et de droite. C'est le but que j'aimerais amener au Conseil exécutif, une voix plus modérée, en quelque sorte comme faiseur de pont pour discuter tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite pour trouver des compromis et puis faire avancer ce canton enfin vers un avenir plus serein. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a vécu des blocages qui, par leur nom, ils le disent eux-mêmes, ça freine la politique. On a des débats, à mon avis, inutiles parce qu'on ne trouve pas de compromis. Et c'est réellement là ce que j'aimerais apporter au sein du gouvernement. Mais sur quel dossier concret, par exemple, vous avez l'impression que votre présence ou la présence d'un représentant du centre aurait permis de débloquer des situations? Vous avez des exemples concrets? J'ai un exemple concret. Quand on parle d'écologie, par exemple, tout de suite, la gauche est peut-être un peu utopique, les Verts les aidant un peu. La droite, tout de suite, plutôt un peu réfractaire. On a affaire à des représentants de l'industrie, des milieux économiques. Eh bien, il faut montrer à ces gens qu'il y a peut-être un chemin médian où on peut développer les aspects écologiques, on peut faire des efforts pour sortir du nucléaire en impliquant les milieux écologiques et également les milieux économiques. J'ai l'impression, Pierre-Alain Schneck, qu'un représentant de l'UDC n'est pas en mesure de prendre conscience de ces enjeux, puis qu'il va se braquer, comme dit Patrick Steiger, sur une position peut-être très proche de l'économie, un peu dogmatique peut-être, ou aussi, comme à gauche, ou bien au contraire, vous vous sentez aussi de taille à créer ces ponts? Mais je crois que je me sens tout à fait de taille à créer ces ponts, ne serait-ce que par les différentes fonctions que j'ai exercées jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trouver de solution sans dialogue avec les différentes parties concernées. Et je crois que d'avoir le soutien d'un parti relativement fort au niveau du Parlement et également une aide aussi pour avancer dans des projets et de pouvoir venir avec des propositions constructives, des solutions pérennes pour notre canton. Un des arguments que vous mettez aussi en avant, enfin votre parti, puisque Patrick Steiger a parlé arithmétique tout à l'heure, c'est aussi le poids réel de votre parti dans le canton et le poids actuel au gouvernement qui est inférieur à ce qu'il devrait être, si je vous entends bien. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'UDC représente 30% de l'électorat du canton de Berne, plus de 30% de l'électorat dans le Jura bernois, ce qui fait 2,4 sièges. Si tu prends la base exacte du taux que nous avons réalisé lors des dernières élections, ça fait 10 ans que nous avons un seul représentant. Je pense qu'il est tout à fait logique que nous soyons maintenant mieux représentés pour les prochaines législatures. Roberto Bernasconi, sur ce point, pour clore ce premier chapitre, parce qu'on arrive déjà au bout de ce premier chapitre. C'est une élection à la majoritaire. Si un élu de gauche est élu, c'est qu'il a la majorité de la population. C'est une élection démocratique. Je ne vois pas pourquoi on remet en cause le fait qu'un parti, on l'a vu avec les élections au Conseil aux États, l'UDC n'a pas réussi à faire le siège parce que l'UDC n'arrive pas à avoir des majorités. Alors, peut-être qu'il faut changer de position, peut-être qu'il faut trouver d'autres arguments. Pour revenir sur les lois, on semblerait que les lois sont faites par les commissions. Les commissions sont à majorité droite. Donc, s'il y a des changements à faire, elles se font d'abord dans les commissions et avant de passer devant le Parlement. Donc, il est totalement faux de dire que c'est le gouvernement qui crée la loi et puis qu'ensuite, il y a ces dissonances entre le Parlement et le gouvernement parce qu'elle passe d'abord devant des commissions qui sont à majoritaire droite, comme les membres du Parlement.
Très bien, alors, comme l'heure tourne, et ce n'est pas en pays horloger qu'on va dénier le droit à l'horloge de tourner, on passe directement au chapitre suivant. Vous, si vous êtes élu, vous êtes d'abord élu en tant que membre d'un collège, on est d'accord. Cela étant, dans les deux démissionnaires, il y a le directeur de l'économie publique et il y a le directeur de la santé et des affaires sociales, qui est précisément le francophone actuellement au gouvernement. Comme la préséance veut que les anciens choisissent de garder ou un autre département, ben, vous aurez forcément la parole plutôt en fin. Si vous héritez de la santé, comment est-ce que vous allez vivre cette situation? Commençons peut-être par Patrick Steiger. Ben, c'est comme vous l'avez dit, effectivement, les derniers venus prennent les postes qui sont encore libres. Maintenant, on sait que la direction de la santé, dans le canton de Berne, mais aussi dans les autres cantons, est une direction difficile à mener. Il y a des réformes à mettre en place. Je crois quand même pouvoir dire que Philippe Pernoud a relativement bien mis en place un tournant au niveau de la gestion, notamment des hôpitaux. Et je suis personnellement d'avis qu'il faut laisser travailler les sociétés anonymes maintenant qui gèrent les hôpitaux, qu'elles définissent elles-mêmes les prestations qu'elles peuvent offrir et à quel lieu elles peuvent le faire. Il faut arrêter de vouloir se battre pour vouloir garder un hôpital dans chaque petite vallée de notre canton. Et à ce titre, j'étais défavorable à l'initiative sur l'implantation des sites hospitaliers. Maintenant, on parle beaucoup d'hôpitaux quand on parle de direction de la santé, mais il y a également d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Et notamment, je mettrai un accent particulier à la mise en réseau des acteurs de la santé. Je pense que c'est l'avenir de pouvoir discuter entre les hôpitaux, les soins à domicile, d'autres prestataires de la santé, et de chercher à être plus performants, notamment au niveau administratif et des coûts administratifs de gestion des patients. Après, il y a encore tout l'aspect social, mais peut-être qu'on y reviendra. Absolument, on reste d'abord sur l'aspect santé. C'est vrai, Pierre-Alain Schneck, si on regarde les différents cantons, les postes de ministre de la Santé, si on peut dire ça comme ça, sont souvent des postes exposés. Vous êtes déjà bien implanté dans ce milieu-là, puisque vous dirigez avec un certain succès, vous présidez le conseil d'administration de l'hôpital du Jura bernois, qui est plutôt une heureuse exception dans certains paysages hospitaliers, en tout cas en Suisse romande. Est-ce que ça vous dirige forcément du côté de la santé? Alors, tout d'abord, les derniers venus prennent ce qui reste. Mais il est bien clair que si la direction de la santé est ce qui reste, j'en serais extrêmement ravi. Et c'est avec grand plaisir que je reprendrai cette direction. J'aimerais juste donner un petit complément par rapport à l'excellente loi sur les soins hospitaliers à mon ami Patrick. La loi et le fait que cette loi est une bonne loi est dû en grande partie au Parlement. Parce que si la loi avait été acceptée comme le gouvernement l'avait proposé, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux seraient dans des difficultés énormes. Ça, c'est juste en passant et je pense que ça illustre un petit peu le genre de blocage que je mentionnais précédemment. Je pense que par rapport aux priorités dans la santé, on y revient ou Vous pouvez, allez-y. Alors, je pense que la SAP, elle est malheureusement dans une phase qui est assez délicate en ce moment parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts et qui se doivent d'être solutionnés relativement rapidement. Tout d'abord, la première priorité sera de recréer un team qui sera performant et solide au vu des nombreuses défections qui ont lieu en ce moment dans cette direction. Parce que sans team solide et performant, il est impossible de faire du bon travail. Ensuite, eh bien, tout le monde sait qu'il y a le projet d'autonomisation de la psychiatrie qui est en cours. C'est un projet où il reste beaucoup de travail en suspens, un projet qui a démarré bien trop tardivement, parce que notre gouvernement a tergiversé pendant de longues années avant de le lancer. Et pour ceux qui sont les détracteurs de cette autonomisation, j'aimerais juste vous rappeler que sans autonomisation de l'hôpital du Jura bernois,
aujourd'hui, il aurait très certainement disparu de la carte de la santé. Et j'aimerais ici juste vous citer 2 phrases que j'ai reçues par courrier d'une personne interne à Belley et qui m'écrivait « C'est surtout en réaction à la gestion calamiteuse en vigueur à Belley. Si l'on cherche un exemple comment jeter de l'argent par les fenêtres, on ne peut probablement pas en trouver de plus parlant. Nous savions depuis 5 ans qu'il fallait revoir l'effectif du personnel à la baisse. Bien qu'il y ait de moins en moins de patients, les employés quittant les SPJBB étaient à l'étonnement de tous systématiquement remplacés. La priorité suivante, eh bien, ça sera de finaliser la révision de la loi sur l'aide sociale, un gros chantier qui est aussi en train de prendre du retard. Troisièmement, il sera nécessaire de solutionner les problèmes liés au monde hospitalier, qu'il s'agisse de sur- ou de sous-capacité hospitalière. Et pour cela, il est vraiment important de pouvoir travailler avec l'ensemble des parties prenantes et de pouvoir le faire d'une manière ouverte et claire. Comme Patrick Steiger, je suis opposé à l'initiative des sites hospitaliers qui bétonnent un certain nombre de choses dans la loi, mais je crois que sans avoir la possibilité de discuter ouvertement et franchement avec tous les partenaires, il ne sera pas possible de trouver les bonnes solutions permettant de remédier définitivement à un certain nombre de problèmes. Raison pour laquelle je me suis engagé et j'ai pu déposer un contre-projet à cette initiative qui permettrait d'avoir un temps de discussion pour trouver les meilleures solutions nécessaires. Et je remercie également Patrick de mentionner de la mise en réseau des acteurs de la santé, un projet que nous avons lancé avec l'hôpital du Jura bernois et qui prend aujourd'hui son essor. Ça va pas aussi vite que l'on aimerait, mais je pense que les premières étapes ont été franchies et que ce type de solution apportera d'excellents résultats à l'avenir. Voilà pour quelques priorités au niveau du monde de la santé. On voit que le travail ne va pas manquer sur ce domaine-là. Merci. Roberto Bernasconi, vous allez forcément me dire on va prendre ce qui reste, donc si j'hérite de la santé, je prends la santé. Donc je vais directement passer au chapitre suivant. Vos priorités par rapport... C'est un peu comme avant, je vous donne la parole au moment où Pierre-Alain Schneck a mis en évidence un certain nombre de choses qui n'allaient pas toujours trop bien et que vous allez forcément, j'imagine, présenter avec votre regard à vous. Oui, évidemment, la santé et la prévoyance sociale, moi je dirais, ben voilà... Hein. Ce serait bien sûr, ce n'est pas la direction qu'on choisit, mais... Mais en même temps, ça devrait préoccuper un socialiste en premier lieu, exactement. Non ? Donc, c'est une belle direction, à mon avis. Je crois que c'est une belle direction avec des défis. Philippe Pernoud a fait du bon boulot, à mon avis, dans son ensemble. C'est clair que M. Schneck s'est focalisé sur une seule chose. Un des objectifs de M. Pernoud était de diminuer la pauvreté du canton de Berne. Malheureusement, on ne lui a pas donné les moyens de le faire et c'est une de mes priorités, si je suis nommé à la tête de cette direction, c'est de trouver des solutions, comment muscler cette direction pour obtenir des résultats plus probants au niveau de cette pauvreté. Les assurances sociales ne doivent pas être seulement un filet pour empêcher les gens d'être dans la pauvreté, mais il faut trouver des solutions, peut-être avec des places de crèche plus facilement atteignables pour des femmes qui sont toutes seules, ou pour trouver des mesures d'intégration, pourquoi pas des partenariats publics-privés au niveau de l'intégration des personnes qui sont à l'assistance. Ça, ce serait mon premier objectif. Si je peux juste vous interrompre, si on n'a pas donné certains moyens à Philippe Pernoud, j'imagine que c'est forcément le Grand Conseil, comment vous allez faire, vous, pour les obtenir si votre prédécesseur, à supposer que ce soit le cas, n'y est pas parvenu? On l'a déjà fait maintenant avec un référendum, il y aura une initiative avec l'aide des primes aux caisses maladies. Je pense que ça, c'est déjà un premier signal. Et surtout de donner, il y a eu plein de mesures d'intégration qui ont été refusées par le Grand Conseil parce qu'on dit c'est pour le social, on a déjà assez arrosé, alors que si il y a des gens à l'assistance, il faut justement trouver des solutions pour les réintégrer. Par rapport à une deuxième priorité, il est clair qu'actuellement, la population est un peu vieillissante et pour aller à la rencontre de ce vieillissement démographique, je pense qu'il est inévitable et il est très très important de trouver des solutions
que les collectivités publiques n'ont encore pas pris conscience maintenant de ce phénomène. On sait qu'en 2030, nous serons face à un grand problème par rapport aux personnes du troisième âge. Et là, je pense qu'il faudra se retrousser les manches pour être suffisamment outillés pour faire face à ce problème. Et ça, vous avez l'impression qu'un gouvernement cantonal, en particulier la direction de la santé, est le moteur de tels projets, qui doit vraiment être en première ligne pour sensibiliser la population ou trouver des solutions pour cette partie-là de la population. Trouver des solutions en créant des appartements comme ils sont en train de se construire ici à Reconvilier, comme ils sont se construits aussi également à Valbirs ou au centre de Malray, où on donne la possibilité à des personnes âgées d'être un peu encadrées et de pouvoir retarder le plus possible l'entrée dans un home qui, on le sait, coûte très très cher à la collectivité. Patrick Scheiger, est-ce que c'est une tâche qui est forcément dévolue à l'État ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions, d'autres partenariats, par exemple, pour trouver des solutions à des problèmes qui sont réels? Ça, c'en est un. Donc l'État s'en préoccupe, c'est évidemment une nécessité. Mais on voit très bien que les projets qui émergent à gauche ou à droite viennent d'impulsions de différents milieux privés, d'investisseurs aussi qui voient une possibilité de mettre de l'argent à disposition pour créer des appartements protégés. Et c'est justement en revenir au dialogue, au réseau, à la discussion sur plusieurs niveaux. Après, un conseiller d'État, il n'a pas la science infuse et puis il ne peut pas lui seul dicter la voie à suivre. Il doit aussi s'approcher des spécialistes, il y a des études qui sont faites, il y a des chefs d'office. Et c'est justement là le rôle d'un bon conseiller d'État, c'est de mettre en place des conditions de travail qui permettent justement à ces gens de venir avec de bonnes idées et puis d'encourager aussi les investisseurs privés. Donc, quelque part, donner des impulsions. Dans le secteur social, vous les mettriez à peu près aux mêmes endroits que vos contradicteurs, ou bien vous avez d'autres priorités? Bon, les problématiques des générations à venir, elles ont été citées. Là, je ne vais rien inventer à ce niveau-là. Mais il faut tabler sur plusieurs plans, à commencer par la prévention, par les enfants, par le jeune âge, les crèches, et ensuite les personnes âgées, forcément. Sans parler de toutes les personnes qui ont des difficultés peut-être passagères ou qui sont nées avec un handicap et auxquelles on doit aussi permettre de vivre dans de bonnes conditions et que les enfants qui ont des difficultés puissent aussi avoir une scolarité, c'est un droit. À vous entendre, il y a une multitude de problèmes à régler. La société est complexe, la société ne va pas toujours bien, on est d'accord, mais un État comme l'État de Berne, il y a forcément des limites qui sont notamment financières. Pierre-Alain Schneck, vous êtes, vous, à l'UDC, très, très attaché à ce que l'État reste gérable et que financièrement il se porte bien. Vous arrivez à adhérer à ce que viennent de dire vos deux collègues, ou bien vous êtes plus restrictif dans la marge de manœuvre d'un canton, a fortiori d'un ministre? Je crois que le canton a un certain nombre de tâches qu'il doit prendre en charge. Il y a d'autres tâches qu'il peut tout à fait déléguer à d'autres instances, y compris à l'économie privée, qui bien souvent le gère avec tout autant de succès que pourrait le faire une institution publique. Y compris dans la santé ou le social. Mais y compris dans la santé ou le social. Et je crois que l'hôpital du Jura bernois l'a très bien démontré par un partenariat public-privé. Nous avons redynamisé un département qui nous a permis de faire des investissements relativement importants au bénéfice de la population, sans gréver et sans avoir besoin de demander de l'argent au canton. Si je prends la politique du troisième âge, on est tous en train de dire ici autour de la table qu'il y aura toujours plus de personnes âgées et que le canton s'y prépare mal. Je vous rends quand même attentif que la SAP a décrété qu'à partir de 2030 ou 2035, on a déjà beaucoup trop de place dans les homes que ce que l'on a aujourd'hui. Sur quelle base ils ont utilisé pour calculer un tel chiffre, je me permets de douter. Très bien. Mais si je peux ajouter quelque chose, sur ce point. Vous avez parlé de la corrélation entre les tâches de l'État, les prestations qu'elle doit fournir dans les domaines de la santé, dans les domaines sociaux, et les moyens à disposition. Mais justement, là j'aimerais quand même signaler que si on a une majorité bourgeoise
au gouvernement prochainement, et notamment 3 UDC sur 7, ce qui fera 5 bourgeois sur 7, je pense qu'on a des raisons de craindre que la cohésion sociale soit mise à mal dans notre canton. Parce que j'entends continuellement au Parlement, notamment l'UDC, qui n'a qu'une obsession, c'est baisser les impôts. Baisser les impôts pour favoriser la situation des nantis dans notre canton, mais ceci sur le dos forcément des prestations, des personnes faibles et des personnes qui ont besoin de soutien ou qui sont handicapées ou je ne sais quoi. Donc là, franchement, j'ai de grandes craintes à entendre le programme politique de l'UDC. Alors, je vous donne la parole, puis en même temps, on enchaîne directement avec le troisième thème, qui était précisément celui des finances. Vous avez fait l'excellente transition, Patrick Saguet. Baisser les impôts, c'est quoi? C'est une obsession, c'est un dogme, c'est une volonté à l'UDC, c'est quoi? Mais ce n'est ni un dogme, ni une obsession. Mais force est de constater que le canton de Berne a chuté, si je ne me trompe, à la 24e place au niveau du classement fiscal. Sur 26, ça laisse Sur pas 26, beaucoup de monde ça derrière. laisse pas beaucoup de monde derrière. Et je crois qu'il est urgent que le canton de Berne prenne des mesures pour retrouver une certaine attractivité fiscale. Je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que c'est quand même les gens qui ont un certain revenu, une certaine fortune, qui payent des impôts. D'être attractif pour les gens qui ne payent pas d'impôts, c'est une chose, mais il serait aussi bien d'être attractif pour que les gens qui peuvent payer des impôts viennent dans le canton s'installer. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui travaillent dans le canton vont s'installer dans d'autres cantons. J'ai déjà maintes fois répété, et je le redis encore ce soir, ce n'est pas sur les prestations que nous demandons de faire des économies. Ce n'est pas sur les prestations. Les mesures EOS ont toutes été proposées par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a fait le catalogue des mesures EOS. Mais le gouvernement, il s'est bien gardé de proposer des mesures d'économie dans son appareil administratif surdimensionné. N'oublions pas qu'en 10 ans, on a engagé plus de 4 575 personnes, soit un demi-milliard de dépenses par année supplémentaires. Dans ces 4 575 personnes, 2000 étaient, plus ou moins 2000 étaient pour l'appareil administratif. Il est temps aujourd'hui que le canton apprenne à devenir efficient, que le canton se mette à utiliser de nouveaux processus de manière à accélérer le traitement d'un certain nombre de choses, et particulièrement dans une région comme la nôtre, quand on pense que tous les industriels qui sont dans la machine-outil, dans ces domaines-là, travailler avec un euro à 1,60, ils ont dû passer à un euro qui aujourd'hui va un peu mieux à 1,10, il était à 1 franc. Qu'est-ce que vous auriez dit de ces industriels s'ils avaient commencé à dire maintenant on ne peut plus livrer la machine en entier, on va livrer plus que 60% de la machine. Tout le monde rigolerait à ça. Et au canton, quand on demande au canton de faire quelques économies, et des économies faisables, parce que je peux vous citer toute une série d'exemples du vécu, du concret, où j'ai pu constater des dépenses inutiles du canton, eh bien le canton dit, si on veut faire des économies, on coupe des prestations. Et en règle générale, quand le canton coupe des prestations, il essaye de couper les prestations les plus visibles. Alors que dans l'industrie, lorsque vous passez par une période difficile, vous essayez de tout mettre en œuvre pour que vos clients pâtissent le moins. Et je crois que là, l'État aurait vraiment de la graine à prendre. Parce que vous avez le sentiment que, notamment en matière... Vous avez un certain nombre de supporters dans la salle. Moi, j'ai quand même un peu de la peine à imaginer... Je me permets de rebondir parce que M. Schneck est en train de monopoliser la parole et je trouve que ce n'est pas tout à fait normal. L'animateur vous donne partiellement raison. Alors, Roberto Bernasconi, un État qui doit apprendre à faire plus efficient. Alors, la droite vient de faire voter une motion. Je me réjouis de voir son application, puisqu'elle a voté une motion pour que le gouvernement, l'administration soit plus efficiente et qu'on diminue de 1600 personnes sur les 10 prochaines années l'administration cantonale. Je me réjouis de voir les résultats, alors que c'est les cadres dans l'administration, ça fait longtemps qu'il y a eu des diminutions de personnel, pas de personnel, mais si on augmente les personnes, c'est qu'il y a eu des augmentations de prestations.
Au niveau de l'hôpital, M. Schneck dit on a autonomisé les hôpitaux et il n'y a pas eu de diminution au niveau de l'administration. Mais la loi sur la LAMAL, par exemple, a créé dans les autres cantons, là où il n'y a pas eu cette autonomisation, une augmentation de l'administration hospitalière qui n'a pas eu lieu dans le canton de Berne, puisque ça s'est équilibré par ce fait qu'il y a eu moins de prestations. Est-ce que cette augmentation est une fatalité? Écoutez, est-ce qu'il y a une attitude politique à avoir que la gauche pourrait aussi prendre à son compte, qui permette, disons, de rester à une taille à peu près satisfaisante? Le canton de Berne a tellement de particularités avec ces régions périphériques qui sont très hétérogènes, de Meiringen à Saint-Imier en passant par toutes les vallées de l'Emmental. Il est forcément, ça augmente un certain nombre de paramètres. Si je prends Glaris, qui a plus que 3 communes, on est dans totalement une autre différence. Juste par rapport à l'imposition, hein, M. Schneck dit qu'on doit diminuer les impôts. Moi, j'ai hérité d'une situation à Malray financière difficile et on était à 2,3. 2,3, c'était le podium, la quotité de 2,3, on était au podium du canton de Berne. La population n'a pas cessé d'augmenter. Ça veut dire que les gens veulent des prestations, veulent voir s'il y a une école, s'il y a des crèches, s'il y a des transports publics, si on a un tas de prestations. Et la quotité d'impôt, je peux vous garantir que, à part pour les nantis et les très riches, ce n'est pas le point qu'on regarde en premier quand on veut s'établir un endroit. Ils sont prêts à payer un peu plus, ou en tout cas autant, si les prestations sont à la hauteur de leurs attentes. Exactement. Et ce sont parce que là, on a des prestations, vous avez cité des exemples concrets dans le domaine de la formation, des crèches, etc. Pierre-Alain Schneck citait l'administration en général, c'est peut-être des secteurs moins visibles pour le commun des mortels. Sur quoi il faut mettre la priorité? Quand moi je suis rentré au conseil communal, il y avait peut-être 2 personnes à l'administration. 10 ans après, ils étaient 5 fois plus, mais c'est à mon avis, les prestations qui ont aussi augmenté au niveau de l'administration, au niveau de la complexité, des lois que le Parlement met en place. Monsieur Schneck dit qu'il faut diminuer certaines... Mais c'est le Parlement qui peut décider ça. La majorité de droite. La majorité de droite du Parlement peut commander le gouvernement. On sait bien que le législatif donne les ordres à l'exécutif. Comme son nom l'indique. Patrick, sur la question des impôts, moi on a parlé des personnes physiques, mais on peut parler aussi des personnes morales. Donc des entreprises. Des entreprises. Dans le cadre de mes activités politiques, j'ai aussi rencontré plusieurs fois notamment des industriels de la région, la Chambre d'économie publique, et ces gens nous ont dit que la quotité d'impôts, les impôts à payer, la baisse n'est pas une priorité pour eux. Ce n'est pas ça qui vient en premier. Les industriels, il y en a dans la salle, quand ils peuvent payer des impôts, ils sont contents, c'est qu'ils ont eu une bonne année. Hein. Ce qu'ils veulent... Ce qu'ils veulent, c'est des bonnes conditions cadres. Ils veulent des bonnes conditions cadres pour eux-mêmes, pour leur implantation, pour les transports, pour les accès routiers, pour leurs employés, qu'ils aient des milieux où il fait bon vivre, qu'ils puissent profiter d'activités culturelles, etc. Donc si on veut systématiquement baisser les impôts, on se prive de moyens pour fournir ces prestations. Alors, d'abord vous poser la question, je sais que vous voulez réagir à ça, mais on est dans la partie francophone, donc minoritaire de ce canton. On sait que dans le canton de Berne, il y a des coûts induits par le soin qu'on met à défendre la minorité, parce qu'il y a beaucoup plus de tâches à accomplir pour que ce soit dans les 2 langues, etc. Est-ce que votre volonté de réduire la taille de l'État et de ce qui pourrait, si j'entends certains candidats, induire des diminutions de prestations, pourrait être négatif pour la minorité francophone, Pierre-Alain Schneck. Mais, comme je l'ai dit précédemment, hein, ce n'est pas au niveau des prestations qu'il nous faut couper, c'est au niveau du comment on donne ces prestations. Et je crois qu'il y a des manières aujourd'hui de donner des prestations qui sont nettement plus efficaces que ce que l'on utilise parfois. Maintenant, on vient de dire que c'est le Parlement qui fait les lois. N'oublions pas que c'est le gouvernement qui fait les ordonnances. Et si je prends un exemple très concret,
L'ordonnance sur les soins hospitaliers qu'on vient de mettre en œuvre, c'est une ordonnance qui va coûter plusieurs millions aux différents hôpitaux sans apporter strictement aucun bénéfice pour les patients, et ce, sur la seule volonté du gouvernement, malgré que durant la phase de consultation de cette ordonnance, de nombreuses remarques ont été mises en place. Je cite ici tout ce qui concerne la gestion du cycle de vie, quelque chose totalement inutile par rapport au modèle comptable que le canton a obligé de mettre en place dans les différents sites hospitaliers. Alors, inutile, le modèle comptable qui est mis en place, Madame Simon. Non, je ne critique pas le modèle comptable. Je te dis que par le modèle comptable qui a été mis en place, on a déjà l'information, mais on vient remettre une couche qui s'appelle cycle de vie, où on va dépenser des millions et des millions à travers le canton, qui n'apportera strictement rien du tout, si ce n'est de pouvoir engager peut-être 2 ou 3 fonctionnaires à Berne qui contrôleront les résultats de ce qui s'appelle cycle de vie. Alors, Roberto Bernasconi, pour rester, puisque Pierre-Alain Schneck parle effectivement de prestations, lors de la conférence de presse de présentation, vous avez évoqué un certain nombre de prestations dans un certain nombre de domaines. Si vous deviez... qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce que le ministre Bernasconi, membre du gouvernement, donnerait comme avis à ses collègues en disant il faut qu'on travaille prioritairement là-dessus. Là, dans ce domaine, le canton de Berne est faible. Justement, on a beaucoup de problèmes avec les personnes qui sont à l'assistance. C'est une grande critique. Alors je pense qu'il faut justement investir dans ce domaine-là pour diminuer ces personnes qui sont à l'assistance. Je le répète, pourquoi pas trouver des partenariats vraiment avec le privé et puis de dire on a des possibilités de réintégration. Je crois que les personnes qui sont à l'assistance et qui ne pourront plus retrouver une place de travail, c'est une minorité, et qu'il y a toute une frange de la population dans ces personnes-là qui ne demandent qu'à retrouver du travail. Et je crois qu'il faut faire des mesures d'accompagnement pour leur permettre de retrouver du travail. Et c'est comme ça, c'est pas en diminuant les prestations, en diminuant l'aide sociale proprement dit, que ça va résoudre les problèmes. Il faut pouvoir investir pour diminuer cette aide sociale, enfin diminuer le nombre de personnes à l'assistance, plutôt que de leur donner moins. Si on leur donne moins, il y en aura toujours plus qui auront moins. Jolie formule. Patrick Steiger, vous êtes actif professionnellement dans le domaine de l'énergie. Ça, c'est un domaine, par exemple, dans lequel vous pensez qu'on devrait faire davantage encore? Forcément, on est maintenant au départ du tournant énergétique, comme on l'appelle. On sait que la centrale de Mühleberg va être fermée prochainement, et il faut développer maintenant les énergies renouvelables qui permettront de remplacer le nucléaire. Et à ce niveau-là, moi, je donnerai aussi des impulsions en tant que conseiller d'État pour développer les PME, pour que ce soit la main-d'œuvre locale, que ce soit les entreprises locales qui profitent de ce tournant énergétique, qui se spécialisent et qui créent de l'emploi, qui profitent de la valeur ajoutée. Ça se fait gentiment, ça commence, mais là, il faut donner des impulsions, il faut inciter. Et il faut peut-être inciter aussi à avoir recours aux énergies renouvelables en soutenant, en subventionnant. Là aussi, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui a un bon retour. Et si un Parlement à majorité de droite vous dit non, ça coûte trop cher, ou bien ça n'est pas une priorité, comment est-ce que vous remettez l'ouvrage sur le métier? L'UDC ne veut pas entendre parler du renouveau énergétique, que ce soit au niveau fédéral, où il contre Mme Leuthard, ou que ce soit au niveau cantonal, notamment dans le canton de Berne. Donc il faut déjà faire prendre conscience de ce devant quoi on va et des possibilités qu'on a à disposition pour franchir ce tournant énergétique et que chacun puisse en profiter au passage. Pierre-Alain Schneck, assez rapidement, parce qu'on va aborder le dernier chapitre. Déjà, vous vous sentiriez en porte-à-faux dans un gouvernement qui défendrait plutôt le point de vue que vient d'exposer Patrick Steiger en tant qu'élu de l'UDC, ou bien sur ce domaine spécifique? Que nous essayons de trouver des solutions au niveau énergétique est absolument compréhensible et justifié. Encore faut-il le faire avec une certaine vision et un certain ordre. Force est de constater aujourd'hui que toutes les fois qu'un projet est déposé
pour utiliser des énergies renouvelables, qu'il s'agisse d'éoliennes, qu'il s'agisse de rehaussement de barrages, eh bien, qu'est-ce que l'on retrouve? Les mêmes qui veulent le tournant énergétique, qui font opposition. Donc, à un moment donné, il faut savoir si on veut... À un moment donné, il faut savoir si on veut vivre avec de l'électricité, si on veut retourner dans une caverne ou ce que l'on veut faire. Et je crois qu'entre les deux extrêmes, eh bien, il y a tout à fait des chemins qui peuvent être trouvés, il y a des développements qui peuvent être faits. Et tout ce qui peut être fait pour améliorer l'efficacité énergétique et passer sur des énergies renouvelables doit être mis en œuvre. Mais il faut le faire d'une manière cohérente et supportable pour l'économie de notre pays. Sur cette question énergétique, Roberto Bernasconi, c'est vous qui aurez le mot de la fin sur ce chapitre. C'est parfois difficile quand on est socialiste, quand on est à gauche, de voir qu'effectivement, peut-être sur sa gauche, il y a des oppositions, comme vient de les citer Pierre-Alain Schnegg, ou bien ça n'est pas la réalité que vous vivez. Moi, je crois que là, on peint un peu le diable sur la muraille. Les solutions existent, on en trouve. On doit maintenant arrêter la centrale de Mühleberg et la direction d'énergie trouve des solutions à trouver au niveau de l'énergie hydraulique. Il y a des barrages qui vont être construits et je crois que on va utiliser quand même l'énergie hydraulique. Il y a des solutions qu'on trouve. Alors c'est clair qu'il y a des oppositions. Mais là, il y a aussi des oppositions quand on construit une cabane de jardin. Je veux dire, c'est le droit de chacun de faire opposition, et c'est là qu'il faut trouver des solutions pour régler. Mais est-ce que ça ne rend pas quasi insoluble la recherche de solutions pour demain, justement, parce que c'est peut-être plus fondamental qu'une cabane de jardin, ça a des incidences plus grandes. Comment est-ce que vous prendriez votre bâton de pèlerin pour aller expliquer à des gens qui sont plutôt, a priori, de votre sensibilité politique, pour leur dire il faut faire la part des choses entre ça et puis quelques atteintes, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, au paysage? Alors ça, c'est si on ne veut pas mettre des éoliennes, mais je crois que la Suisse n'est pas, là je dis ma position personnelle, n'est pas un paysage éolien, parce qu'on a des vents qui tournent dans tous les sens, qui sont trop forts, qui sont trop faibles, et il faudrait réfléchir à des solutions peut-être différentes. L'éolien, on doit le mettre là où il y a des surfaces planes, où on a un vent continu, où c'est productif. Il est vrai que quand on voit nos crêtes avec les quelques éoliennes, ce n'est pas suffisant pour vraiment apporter une solution énergétique. Moi, je crois que dans le domaine du solaire, il y a eu beaucoup d'innovation. Les coûts ont beaucoup diminué pour ce domaine-là. Je pense qu'avec nos vallées, avec des expositions au sud comme on l'a, il faudrait peut-être trouver des solutions de ce côté-là. Donc une voie à explorer et à continuer d'explorer. Évidemment. Et on n'a pas parlé du bois, de nos régions. Pardon? Et on n'a pas parlé du bois de nos régions, qui est aussi une excellente alternative pour le chauffage. Ça, c'était hier. Très bien. Alors, dernier point qui a priori pas de lien avec celui qu'on vient de terminer, mais qui n'en est pas moins fondamental. Nous sommes entrés, le débat au Grand Conseil, vous venez de le vivre et de le faire vivre à propos de la future appartenance cantonale de Moutier, voire de quelques communes aux alentours. Vous avez lu aussi certains commentaires dans la presse en disant que l'État de Berne tardait peut-être à entrer dans le jeu ou entrer en campagne par rapport à ça. Si vous êtes le ministre du Jura bernois dans le prochain gouvernement, quel langage allez-vous adopter pour convaincre les Prévôtois que leur intérêt est de rester dans le canton de Berne? Patrick Scheiger. Alors c'est vrai que j'ai aussi critiqué personnellement l'attitude du gouvernement ces derniers mois, parce qu'on ne l'entend pas autrement sur la question du vote communaliste. On a vécu une période très active du côté du canton du Jura, puisqu'ils ont eu les élections cantonales. Il y a des ministres, des candidats ministres qui ont fait des grandes promesses. Il y a des candidats au Parlement qui en ont aussi fait. Et j'espérais à ce moment-là qu'on remette un peu l'église au milieu du village et que certains arguments soient contrés. Et puis surtout que le canton de Berne
le gouvernement, mais aussi peut-être les maires de la région, prennent la parole et disent à Moutier qu'on les aime et puis qu'on veut qu'ils restent dans le Jura bernois, qu'ils ont un rôle de chef-lieu à jouer et qu'il est indispensable que leur avenir soit vu du côté bernois. Pierre-Alain Schneck, ça suffira de dire aux Prévotois qu'on les aime? Enfin, je reprends la formule de Patrick Steiger. Hein. Le gouvernement bernois doit travailler à l'intégralité de son territoire. Il doit travailler pour que le Jura bernois reste comme il est aujourd'hui. C'est sa tâche. Et je crois que si le gouvernement jurassien veut en avoir une autre, c'est son choix. Mais le gouvernement bernois n'a pas à s'aligner sur une telle position. Et le gouvernement bernois se doit de reprendre la main sur une partie de ce processus. Lorsque vous voyez le catalogue de 18 questions qui vont être posées aux experts, ça vous permet de vous en poser peut-être plus que 18. On passe sous silence des choses extrêmement importantes. Personne n'a parlé, par exemple, des écoles après l'école obligatoire. Personne n'a parlé des emplois cantonaux, comment ils allaient être remplacés, etc. Et quand je vois aussi avec quelle légèreté le gouvernement bernois souscrit à certaines propositions à la va-vite, propositions qui n'ont absolument aucune chance d'être mises en œuvre d'une manière pérenne, ça m'interpelle beaucoup. Je pense que les différents communiqués de presse qui auront eu lieu dans cette dernière période vous permettent de voir à quoi je pense, et je ne le citerai pas, parce que sinon on va me reprocher que je mélange mes fonctions. Je crois que la réponse est assez claire. Voilà. Donc il me semble urgent que ce gouvernement maintenant prenne ce dossier en charge. Il en va de l'avenir d'un canton bilingue, il en va de l'avenir de notre région, et le gouvernement bernois a le droit de défendre cette position. Mais il sera également important que le représentant du Jura bernois dans ce gouvernement ait une position qui soit claire et sans compromis. Je pense qu'en l'occurrence, Roberto Bernasconi, c'est d'abord à Roberto Bernasconi qui ne s'est pas encore exprimé sur ce dossier. Vous pouvez applaudir M. Schneck, mais hier, M. Schneck a voté contre l'avis du Conseil du Jura bernois, contre l'avis de la Commission, contre l'avis du gouvernement, en voulant, ne permettant pas de vote aux communes. Donc si on avait suivi les propositions qui étaient proposées par l'UDC, on serait maintenant devant un blocage. On a vu aujourd'hui dans les journaux, tout le monde a salué ce fait que le gouvernement a réussi, avec le Parlement, enfin arriver à la fin de cette question jurassienne. Donc en faisant en sorte que Moutier vote d'abord et puis les éventuelles autres communes je un peu termine, plus tard. M. Schneck, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le conseiller d'État Pernou, hier, a qualifié le gouvernement de la politique de la main tranquille. Et je crois que c'est sur cette base-là qu'il faut continuer. Et enfin, dans une année, le 18 juin 2017, on rajoutera, j'espère pas, les 3 mois, mais peut-être qu'il faudra rajouter les 3 mois si la commune de Moutier dit oui. La question jurassienne sera définitivement réglée. Et c'est surtout ça qu'il faudra aboutir. Alors, c'est ce qui a été écrit dans les documents signés par la Confédération et les partis. Mais il y a peut-être une nuance à apporter. Elle peut être close ou elle peut être close de manière satisfaisante pour en tout cas, elle sera réglée pour la partie bernoise. En tout cas, elle sera réglée au niveau des communes. Moi, je crois que l'essentiel, c'est que on arrive dans la réalisation de cette question dans le calme et la sérénité comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors, il est clair que si, depuis le 1er août, je suis le président de la délégation des affaires jurassiennes, eh ben, j'irai trouver les Prévotois en leur disant que le canton et non seulement le Jura bernois désirent que la commune de Moutier reste dans le canton, mais il faut aussi que les Prévotois décident. Il faut qu'ils prennent ce vote historique en connaissance de cause. Et si c'est Berne ou si c'est Jura,
ils sachent que leur choix est libre, qu'il n'y a pas de rétorsion, qu'il n'y aura pas d'animosité, pas de revanche. Et c'est surtout ça, à mon avis, qui est fondamental, c'est de pouvoir arriver à la fin de ce processus dans la sérénité. Mais vous êtes prêt à aller devant une assemblée encore plus fournie qu'ici à Moutier, leur dire, vous choisissez en votre âme et conscience, ou vous allez avec un certain nombre d'arguments, avec votre costume de ministre bernois, pour leur dire, voilà les plus du côté bernois, si vous optez pour ça, vous aurez ça. Voilà. Alors, parce que du côté jurassien, c'est peut-être la démarche qui va être entreprise. Alors, on l'a dit avant, hein, le côté jurassien se mobilise. Alors, j'adhère tout à fait à ce que me dit M. Steiger. Les communes du Jura bernois qui désirent instamment que Moutier reste peuvent aussi se mobiliser. Le gouvernement doit quand même, il fera son message. Il est clair que ce message sera que la commune de Moutier doit rester dans le canton de Berne, mais il doit garder une certaine hauteur, comme un gouvernement doit l'avoir. Pierre-Alain Schneck, vous vouliez répondre à Roberto Bernasconi? Je voulais répondre assez rapidement, parce que là, maintenant, on est vraiment dans les deux derniers tours d'horloge. Je vais être très rapide par rapport à la décision qui a été prise par rapport à la LHJB. J'aimerais quand même rappeler que le Parlement a accepté une motion à une large majorité. On en a fait fi. Et n'oublions pas qu'on a fait fi d'une décision, d'une proposition clairement émise par le Conseil fédéral lui-même, chose assez rare pour être signalée. Je réponds. On a posé la question au Conseil fédéral, est-ce qu'on peut faire ça? On n'a pas demandé au Conseil fédéral qu'est-ce qu'il faut faire. Et le Conseil fédéral a dit, oui, on peut faire ça. Mais on n'a pas posé au Conseil fédéral qu'est-ce qu'il faut faire. Le Conseil fédéral a même proposé une question. Oui. Bon, les deux, vous n'étiez pas dans la commission qui a préparé la loi qui prévoit ces votes. Ça a été un long processus. Heureusement, on a eu des gens modérés à la tête de cette commission, qui ont pris en compte aussi les risques de blocage, les risques de recours juridiques, et puis que la sécurité du droit soit garantie. Et on a aussi donné, dans le cadre de cette commission, une grande place aux communes concernées, qu'elles viennent quand même nous expliquer quelles étaient leurs attentes suite à la demande de pouvoir voter. Et c'est un bon compromis qui a été trouvé, et je pense que ça, on peut le saluer. Merci. Alors, ce sera le mot de la fin sur ces 4 thèmes que nous avons souhaité aborder avec vous. Vous 3 candidats au gouvernement bernois. Je rappelle que la votation aura lieu le 28 février prochain. Vous êtes tous les 3 candidats, au même titre que 3 autres candidats, puisqu'il y a 2 sièges à repourvoir. Alors, merci à vous, Pierre-Alain Schneck, Patrick Steiger et Roberto Bernasconi. Merci au public de Reconvilier d'avoir participé à ce débat et d'avoir été attentif aux propos qui ont été échangés. Quant à vous, mesdames et messieurs, vous pouvez nous retrouver tous les jours de cette semaine à 17 h. Et n'oubliez surtout pas cette échéance du 28 février pour le renouvellement partiel du gouvernement bernois. Merci beaucoup et bonne suite de soirée.